On va commencer. Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ici, nous sommes à Saint-Jean-en-Laye. C'est le vaisseau de Louis XIV, le roi Soleil. Et à la même époque, en Chine, dans un cours impérial, donc 9000 km d'ici, on fait tisser des étoffes impériales pour les empereurs. Moi, je suis née et j'ai grandi à Nanjing. C'est une ville ancienne qui se trouve à l'est de la Chine, 300 km de Shanghai, le long du fleuve Yangtze. Et c'est une grande ville, on dit avoir, je pense, l'équivalent de population comme Île-de-France. C'est une ville très ancienne qui a beaucoup de culture. Et si vous voulez visiter un jour, ça serait la bienvenue. Et aujourd'hui, grâce à Monsieur Léziard, j'ai la joie de vous présenter le tissu qui vient du musée Yunjing de Nanjing, musée brocart de Nanjing. Alors, je pense que ça c'est une œuvre d'art, et ce que je vais vous présenter, qui est lié, pour moi personnellement, entre la culture française et chinoise et entre le cours impérial chinois et le château de Saint-Jean-en-Laye. Et alors, peut-être, bienvenue. Tu me caches là. Oui. Est-ce que je dis quelques mots aussi? Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le brocart chinois. Comme vous le savez, certains d'entre vous le savent déjà, la médiathèque organise régulièrement des conférences sur les musées des histoires de l'art. Cette fois-ci, on change un petit peu à la sur proposition de Madame Ariel Chen, qui en fait a une double fonction, puisqu'elle est à la fois responsable de l'association Feuilly, qui est basée à Montigny, qui fait des activités culturelles franco-chinoises, mais qui a aussi un autre rôle, qui est un rôle officiel de représentation du musée du brocart de Nanjing. Nanjing, c'est cette ancienne capitale chinoise qui est située pas très loin de Shanghai. Et donc pour nous, c'est l'occasion de présenter à la fois cet art et cette technique-là. Et vous avez déjà mis en place des partenariats d'ailleurs avec des musées français. Voilà, donc sans plus tarder, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous demandez peut-être comment appelle-t-on ce tissu en chinois? Je sais qu'ici, il y a quelqu'un qui apprend chinois aussi. Alors, on appelle Yunjing. Je vais vous montrer le caractère en chinois. Alors, vous voyez ici, ça c'est la prononciation Yunjing, et ça c'est des caractères simplifiés d'aujourd'hui officiellement, et ça c'est des caractères anciens, dans les anciens temps, qui parlent plus pour nous. Yun signifie que nuage, on peut voir ici, ça, ce parti haut, ça signifie que la pluie. Et ça c'est le ciel, et ça c'est la forme du nuage. En ancien temps, c'est juste un rond comme ça. Et ça veut dire que Yun, c'est au ciel qui porte de la pluie. Et pourquoi Yun pour ce tissu? Parce qu'on dit que la couleur de ce tissu est splendide. Et ça nous fait penser au nuage au ciel, qui a plein de couleurs, qui a la forme vraiment différente. Quand on voit sur différentes lumières, on va voir différentes couleurs qui reflètent. Donc pour
ça, pourquoi on l'appelle une. Et aussi, il y a une autre raison. Les motifs principaux dans ce brocart, c'est nuage. Vous allez voir un peu plus tard dans les pièces et vous pouvez regarder aussi ici sous cette pièce de robe. Et le deuxième mot, on voit la clé de l'or ici. Et ce côté-là, ça veut dire toute la famille de tissus en soie. Et on dit qijia rujing en chinois, ça veut dire que ce tissu qui vaut de l'or, ça veut dire que c'est un tissu très précieux. Et il le fait réellement avec des fils d'or. Et c'est pour ça, d'où ça vient de nom chinois. Et à la fin de la conférence, je voulais que vous sachiez que ça s'appelle Yunjing en chinois. Brocart de Nanjing, ça s'appelle Yunjing. Ok, pour commencer notre voyage, on débute avec une petite vidéo de musée. Ça va vous donner un peu des images. Voici le district de Tianye à Nanjing, non loin de la rivière de Qinhuai. Ici se dresse un bâtiment de 6 étages, dont la façade évoque des fils de soie tissés en chaîne et en trame. Il s'agit du musée Yunjing de Nanjing. Le métier à tisser en bois résonne d'un rythme régulier, formant la trame, tandis que la lumière éclatante éclaire les mains expertes des artisans. Depuis 1600 ans, d'innombrables artisans lancent sans relâche leur navette de tissage, inscrivant leur ingéniosité et leur effort dans ces fils de soie, perpétuant ainsi un trésor de la Chine ancienne, Yunjing de Nanjing, également appelé le brocart des nuages. À Tiannan, au sud du fleuve Yangtze, on utilise de vastes métiers complexes pour produire des étoffes incorporant des matières précieuses comme la soie, l'or ou encore les plumes de pan. Yunjing a toujours été reconnu comme le meilleur brocart, autrefois réservé exclusivement aux vêtements royaux. Aujourd'hui, les artisans de l'Institut de recherche sur le brocart de Nanjing étudient et pratiquent les techniques et les savoir-faire traditionnels du Yunjing et collaborent avec de grands musées afin de redonner vie à la beauté des vêtements que le temps avait effacés. Leurs recherches et leurs expérimentations incessantes ont insufflé une nouvelle vitalité à ce trésor national. Alors, je pense avec les images, ça vous donne déjà une idée de cette tissure et vous voyez déjà le musée. Et, je vais vous présenter par 3 étapes le tissage, l'usage et l'actualité d'aujourd'hui. Et à la fin, on peut avoir un petit échange ici et en haut autour d'un petit pot. Et alors, je commence avec comment le brocart Yunjing est-il tissé. Alors, ce que vous voyez ici, c'est leur grand métier tissé en bois.
Ça c'est traditionnel utilisé et toujours actualité. Si vous allez au musée, vous allez voir dans la salle de musée, il y a des tisserands qui sont en train d'utiliser ce métier à tisser. Et il y a pas mal de pièces qui sont fabriquées comme ça. Ça c'est un métier à tisser complètement en bois. Il mesure 5 mètres 60 de long, 4 mètres de haut, 1 mètre 40 de large. Donc c'est énorme. Il y a 2 personnes qui travaillent dessus. Une personne qui est en haut, qui prépare les motifs, voilà, et l'autre qui est en bas, qui fait la couleur. Si je donnais un exemple un peu plus imaginaire, c'est un peu comme une personne en haut qui tape sous les claviers d'ordinateur, qui donne des informations, il faut faire quoi, et celui en bas qui saisit l'information et comparer avec les plans et là pour mettre chaque couleur à sa place pour que les motifs apparaissent. Et alors, pour vous donner une idée, la production c'est 5 à 6 cm par jour. C'est un peu comme les tapisseries ici. Voilà, je pense que ça ne peut pas y aller trop vite. Ouais, surtout quand on veut quelque chose de très complexe, des fleurs en précision, des couleurs qui changent, et voilà, ça prend beaucoup de temps. Et on va voir la processus de fabrication comme les hautes définitions couture ici. Ça commence avec les dessins. Et la conception du motif qui est fait sous des papiers spéciaux qui respectent à la fois les idées des designers, mais qui traduisent centimètre par centimètre avec des couleurs précises, avec des motifs précis. Et ça prend beaucoup de temps, on dit un plan du travail qui prend beaucoup de temps, c'est-à-dire spécialiste qui fait ça. Et pour la deuxième étape, je mis le tissage jacquard ici pour vous donner une référence. Tissage jacquard, c'est ici revient de France à 19e siècle, mais la méthode qu'on utilise dans le musée actuellement, ça vient à 1000 ans auparavant. Donc on peut dire que c'est une façon de faire traditionnelle, manuelle de tissage jacquard. Parce que le tissage jacquard, on utilise un papier carton avec des trous perforés. Mais là, c'est plutôt avec des nœuds et avec des cordes pour mémoriser à quelle place il faut changer, quelle couleur il faut sortir. Voilà. Et la troisième étape, c'est la préparation de matériaux. Pour ce bokra de Nanjing, on utilise des fils d'or, fils d'argent et aussi fils de plumes de palme. Ça, c'est leur spécialité. Donc, c'est déjà à la base, c'est des fils de soie qu'on utilise. Et après, pour préparer un fil d'or, on va réduire l'or en très fines tranches. Et après, on les coupe. Et après, on récupérait, une fois qu'on a coupé, on récupérait des fils plats d'or. Et si on veut de fils ronds, on va les tosser avec de fils de soie. Et pour le fil de plume palme, ça prend encore, on saisir chaque petite plume, on va le mélanger avec le fil de soie. Et ça prend aussi énormément de temps. Bien sûr, ça c'est pas la même personne qui fait, donc c'est
la personne qui va saisir pour préparer tous les matériaux qui va l'acheter ailleurs, c'est les autres artisans qui préparent. Et je sais que pour les filles de pain, on peut que fabriquer 1 mètre par jour. Donc déjà, les matériaux, ça coûte très très cher pour ce tissu. Et une fois quand tous les matériaux sont préparés, on va le mettre sur la matière à tisser et ça va prendre énormément de temps. Imaginez combien de fils de soie pour mettre en place et chaque couleur, on va se préparer devant la personne qui va tisser et ça aussi ça prend beaucoup de temps. Et à la fin, on peut le tisser et comme je disais tout à l'heure, c'est 5-6 cm par jour. Et avec ce précieux tissu, c'est qui va l'utiliser à votre avis? C'est qui? C'est pas... Voilà, c'est les empereurs. Et pendant une longue période, c'est réservé que pour la famille royale. Et donc pour voilà, les empereurs, la famille et aussi les officiels qui avaient aux professions ont pu accès à ces utilisations. En sachant que le musée Nanjing de Yunqing, il a un institut de broca. C'est le seul institut en Chine entièrement dédié à l'étude de Yunqing. Donc, il produit de nombreuses pièces textiles anciennes qui couvrent dans les feuilles archéologiques. Et je vais vous montrer quelques pièces ici. On regarde la première qui est rouge. Ça, c'est une robe impériale. Et on voit les motifs de dragon. Et les dragons, c'est pour l'empereur. Parce que lui, il pense qu'il est le dragon qui vit sur Terre. Alors, sous cette robe, il y a 540 gros, 540 lingzhi. Lingzhi, c'est une champignon en Chine qui est très précieux, il n'en a pas beaucoup. Et plus 1000 caractères de shou. Shou, ça veut dire longévité en chinois. Et tout ce que vous voyez sur la robe là, des caractères dorés, donc en or, en vrai, donc ce sont des choses, longévité. Et je vous laisse deviner à quelle occasion l'empereur va porter cette tenue, à votre avis. Pour mariage. Mariage? Non. Pour des locations. Quel genre de location? Peut-être quand on voit les caractères chauds, longévité, on va penser à anniversaire, n'est-ce pas? Alors non plus. Ah non, heureusement. Alors, ça c'est en tenue de sport. Voilà. Et pourquoi? Parce que selon la recherche, vous voyez en bas, il y a des plis. Alors, il y en a, combien de plis? Je pense 30 de plis qui lui permettaient facilement de monter et descendre sur le cheval. Donc, c'est pour l'équitation. Ouais, c'est le sport de chasse. Alors, on va voir la deuxième robe. Deuxième robe, c'est une robe qui est offerte par l'empereur de la Chine au Japon. C'est vers 1300. Et
En époque, la Chine et le Japon, ils ont une très bonne relation entre eux. Donc, pour l'empereur a fait fabriquer cette robe, vraiment pour dire que, ok, je vous respecte comme un roi. Parce que vous voyez, sur la robe, il y a les motifs dragon aussi. Et en plus, les dragons pour l'empereur, je vous donne les détails, il y a le griffe, il en a 5 pour l'empereur. Mais pour les autres personnes, par exemple pour un prince, ça peut être 4 griffes. Mais pour le roi de Japon, il a fait 5 griffes. C'est vraiment un respect pour lui. Mais la couleur, c'est pas la couleur impériale. Vous voyez, c'est un jaune qui est un peu sombre. Donc ça veut dire que lui, il n'est pas l'empereur de la Chine. Et donc avec tous ces détails-là, on peut identifier la position, les hiérarchies des gens. Alors cette pièce était bien conservée, l'original, par la famille royale du Japon, mais après, comme avec le temps, ça commence à abîmer. Ils sont venus en Chine pour trouver l'Institut de Roboca de Nanjing pour le restaurer. Et après, ils ont bien fait le travail. Ils ont gardé un double au musée et ils ont donné une pour la famille royale au Japon. Et la reproduction était portée en 1992 au château de Zurich pour une cérémonie. Et on va voir l'autre pièce qui est en verre. Ça, c'est pas la robe pour l'empereur, ça, c'est pour l'impératrice. C'est une veste. Cette veste, vous voyez la photo en bas, le moment quand on le trouvait, c'est réduit en poussière, presque. Donc on voit pas grand-chose. Et ils ont fait beaucoup de recherches pour faire leur reproduction. Et ça les a pris 3 ans des études pour arriver à ces résultats-là. Et on voit, il y a des dragons, il y a aussi plein de fleurs, on dirait les fleurs des 4 saisons. Alors, je vous pose une autre question. Tout à l'heure, on a dit, vous savez, je pense, pour l'empereur, on dirait c'est dragon. Et pour la reine, c'est quoi? C'est phoenix. Mais pourquoi pour l'empératrice, on a utilisé dragon ici? On n'a pas utilisé phoenix. Pourquoi? Pour la protéger? Oui. Alors, il y a 3 raisons. Pour la protéger. Parce qu'on dit que les dragons, c'est un animal imaginaire, ça n'existe pas. Donc pour lui, il est là, on le fait dans le palais royal, c'est pour une protection. Et donc pour ça, c'est la signification de protection. Et pourquoi on le mire sur la robe de l'empereur, c'est aussi pour la protection. Et pour que les vrais dragons au ciel qui va le reconnaître sur terre. Et alors, et aussi l'impératrice Xiao Duanxian, donc c'est une porte cette veste. Elle est au début la femme de l'empereur et ensuite c'est son fils qui a pris la place de son père. Donc elle est devenue la maman de l'empereur. Donc pour elle, elle a une place spéciale quand même. Non seulement c'est la reine, mais c'est la maman de l'empereur. Et donc pour elle, elle a le droit de porter un dragon. C'est pas n'importe quelle reine. Et aussi, il faut connaître, dans l'époque de elle, c'est
c'est Ming, la dynastie Ming. Il commence à avoir un genre d'ouverture donc pour on tire les hiérarchies. Ça s'ouvre un petit peu donc pour le bureau de tissage pour faire plaisir à la reine, pour vraiment de donner quelque chose de splendide. C'est pour ça qu'il y a 3 raisons pour qu'elle a un veste comme ça qui a le dragon. Sinon, en général, c'est Phoenix qui devrait être pareil. Ok, à part les habits, on va utiliser le brocart de Nanjing. Aussi, vous voyez ici, ça c'est les officiels. Pour les habits officiels de dynastie Ming et Qing, donc pour ces 1300 jusqu'au 1900. Les habits officiels, on a une tissure bordée devant. C'est un peu comme les militaires, on a des étoiles, on a des traits sur l'épaule pour reconnaître son rang. Mais en Chine, c'est comme ça, on porte les habits et pour que tout le monde puisse voir leur rang de loin et pour que tout le monde le connaisse sans demander, parce que c'est pas poli si on ne connaît pas. Et voilà, donc c'est leur carte de visite, des pièces d'identité qui est portée tous les jours. Donc Yunjing utilise aussi pour ça. Et pour les officiels civils, ils sont des motifs oiseaux, si vous voyez en gros. Et ça, c'est de officiels civils. Et pour les militaires, ça va être dire lion, tigre, donc c'est des fauves. Et aussi, vous voyez les photos là, il y a le soleil. Je n'ai pas vu sur celui-là, mais en général, il y a le soleil qui est sur le motif. Alors, ça, c'est le soleil est placé, remplace, si on dit, signifie que l'empereur. Et par exemple, si on voit le tissu avec le soleil à côté droite, ça veut dire que ce officiel va se placer vers la gauche de l'empereur, pour que l'empereur ait la direction du soleil. Donc ça définit aussi comment il se plaçait dans la cour. À part sur les habits, on va utiliser brocart de Nanjing dans les grandes cérémonies aussi. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est réservé vraiment pour la famille royale. Mais après 1900, donc ça commence à changer parce qu'il n'y a plus de cour impériale. Et donc pour Yunjing, commencer à descendre, venir pour toucher un peu plus. Et alors, pendant la période de 17 000, c'était la période, on tire en époque d'or pour le tissage de Yunjing à Nanjing, parce que ça c'est un peu équivalent de Louis XV, Louis XVI. On atteint la sommeil de tissage de brocart. Il y avait 30 000 métiers à tisser à Nanjing. Il y a aussi 30 000 tisserands à Nanjing. Par rapport à l'habitant en époque, c'est 90 000 à Nanjing. Donc pour un tiers des personnes qui sont de tisserands à Nanjing.
Oui, ça c'est vraiment, Nanjing c'est une ville qui fabrique le brocart. Et malheureusement, en 1949, il ne reste que 4 métiers à tisser et 4 tisserands. Et aujourd'hui, heureusement, ça reprend. On a parlé tout à l'heure, donc les traditions reviennent. Hier, le gouvernement a fait des efforts pour préserver aussi notre culture qui est en train de disparaître. Et aujourd'hui, on a 100 métiers à tisser à Nanjing et on a environ 70 tisserands à Nanjing qui est capable d'utiliser ce métier à tisser. Et pour l'apprentissage, c'est de jeunes, c'est 3 à 5 ans d'apprentissage pour apprendre à utiliser. Et le plus jeune actuellement dans le musée qui travaille, c'est un tisserand qui est né en 2004. C'est assez jeune, donc ça commence à reprendre heureusement. Et ok, on va regarder un peu aujourd'hui. Oui. Pour revenir à l'époque, est-ce que l'empereur, sa famille ou sa représentant doit valider le motif et le tissu avant que la production se poursuive? Ok, oui, il y a des règles. Il y a des règles, c'est pas, ça peut être une fois quand ça s'est préparé, le plan, on parle, avant d'être tissé, ça devrait être validé par les officiels. Et ça peut être validé par l'empereur même, mais il y a un office, un département spécial pour tout ça, ce travail-là, parce qu'on ne peut pas dépasser l'hierarchie, c'est pas possible. Si on fait des erreurs, on va être coupé la tête, ça c'est grave. Ouais. Donc tout le monde a fait très très attention. Ouais. Mais malgré tout ça, des fois, quand l'empereur voulait tuer quelqu'un, ils vont chercher des histoires. Donc il peut même glisser, parce que dans les séries de films, on voit aussi. Donc on peut glisser un morceau de tissu qui ne représentait pas leur rang et ça va être une excuse pour les tuer aussi. Et est-ce que donc jamais, à votre connaissance, un phénix a été dans le motif pour un empereur? Ça s'est jamais produit. Donc, parce que des fois, il dit oh, j'aimerais être un petit phénix. Donc c'est jamais. C'est possible parce que oui. Ça, c'est des symboles. Oui. Et pour nous, les Chinois, dragon et phénix n'existent pas déjà, mais pour nous, ça vit ensemble. Quand on dit protection et portée du bonheur, c'est un ensemble. Parce que l'enfant, Chen Xiang, on dit que la meilleure image, c'est il y a le dragon et le phénix. Ouais. On va garder, excusez-moi, on va garder les questions à la fin, d'accord? Et comme ça, voilà, je vous présenterai tous et après ici. Alors, comme je vous ai dit on essaye de présenter autrement aujourd'hui pour conserver ces traditions-là. Et c'est pas tout le monde, même aujourd'hui, on a le droit, on n'a plus le risque d'être coupé la tête. Mais pour avoir le moyen d'accéder à ce tissu-là, tout à l'heure on a vu de l'or, de l'argent et du plume de pain, et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et donc, alors, quelle est l'actualité en Chine? On voit où tout ça. Déjà, on peut le voir au musée. Alors, je vous invite, si vous avez l'occasion de passer à Nanjing, il faut passer voir, c'est magnifique. Déjà, le bâtiment est magnifique et après, les pièces présentées. Nous sommes un musée et aussi, il est sorti de vitrine. On peut essayer de le voir autrement. Là, je veux présenter quelques pièces. Alors, ici, vous voyez, on a des tableaux
qui présente un morceau de tissu et ça réduit un peu le travail. Et ça peut être des créations aujourd'hui, mais une création, on dit il y a des éléments anciens. On va voir pièce par pièce tout à l'heure. Je vais ramener quelques pièces en photo. Et pour conserver en même temps les traditions, ça veut dire la fabrication, mais aussi de voir quelque chose qu'on peut apprécier aujourd'hui parce qu'on n'a plus le même goût, il n'y a plus la même utilisation. Et porter des vêtements traditionnels, ça devrait être de grandes occasions, mais pas dans le quotidien. Mais on a des objets qu'on peut utiliser dans le quotidien. Vous voyez ici, il y a des albums de notes, des marque-pages, des foulards, voilà, tout ça, on peut l'utiliser. Et ici, c'est une œuvre qui est inspirée par un bol ancien de dynastie Tang. Dynastie Tang qui représente un peu comme Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge ici en Europe. Pour le bol de riz, surtout ici l'or en or, Jingfan Wan, pour les Chinois, ça représentait quelque chose de très important. Quand on dit Jingfan Wan, un bol d'or, ça veut dire qu'on a un travail stable et on a continué à manger. Donc ça, c'est un symbole non seulement une pièce précieuse, mais aussi un symbolique pour les Chinois qui a une vie qui est rassurée. Et donc, le motif qui est pris par les premiers bols de train dans les anciens réserves de musées. Cet objet est présenté dans le musée de Palais Royal Palais Royal à Shanxi, donc c'est pas à Pékin. On dirait que c'est le premier bol de Tang dynastie. C'est un objet en Chine de premier rang. Et ici, Nanjing a offert cet tableau à princesse Karina de Bulgarie comme un symbole culturel qui liait nos deux cultures et liait le royaume Europe avec la route de soir. Et donc ça c'est des symboliques qu'on peut recouvrir. Et celui-là, c'est aussi un cadre, c'est pas un objet qu'on peut utiliser, c'est pour ouvrir aussi élan du dragon et succès. Vous voyez, au fond, il y a un dragon et devant, c'est un cheval. L'année prochaine, c'est l'année du cheval en Chine. On n'est pas encore. On est dans quelle année oui, serpent. Et l'année prochaine, c'est cheval. Donc pour les artisans qui ont fait une nouvelle création avec ce cheval-là, ça c'est inspiration d'un tableau qui est fait par Lang Shiling. Lang Shiling, son nom c'est Giuseppe Castiglione, ça veut dire quelque chose. Oui. Et donc c'est une personne, un artiste italien qui est rentré dans le Palais Royal en 1715. Il a resté 50 ans avec l'empereur de la Chine et lui, il fait des œuvres magnifiques. Donc ça, c'est un de cheval il a fait. Et pour l'artiste Yun Jing, qui est inspiré par ses œuvres, on a fait produire avec le Book Art de Nanjing. Pour les Chinois,
il y a pas mal d'expressions qui portent du bonheur qui se trouvent dans ce cadre. Le Yima Dang Xian, ça veut dire un cheval en tête. C'est le premier qui arrive, ça porte du bonheur, ça motive surtout quand on a un projet, on dit que ok, c'est la première qui va sortir. On voit qu'il porte un objet sous son dos et on dit que Ma Shang Ping An, Ping, c'est la même prononciation que une bouteille en chinois. Et pour nous, ça signifie que la paix. Et vous pouvez offrir en chinois une vase parce que ça porte la paix. Et ici, quand la vase, le pot qui est porté sur un cheval, et quand on dit ma shang, c'est tout de suite. Ça veut dire la paix arrive tout de suite. Et donc il y a pas mal de significations qui est parlée, on dit à travers une œuvre qui parle et pour celui qui va recevoir. Donc c'est un bon souhait. Et dans ces œuvres-là, quand vous voyez la partie bleue, ils ont utilisé un ancien fil de nacre traditionnel. Le fil de nacre, vous voyez les coquillages, et on fait réduire les coquillages en poudre très très fin, et on saupoudre sur des papiers spéciaux pour coller, et après on le fait tord avec des fils de soie pour le tissage. Vous imaginez la complexité, mais le résultat c'est que cette couleur va rester très longtemps et aussi il y a un effet magnifique quand on se trouve sous la lumière et ça va changer, ça va briller. Et l'autre œuvre ici, c'est la cape avec lotus. Ça, c'est pour le centenaire du musée de Palais Royal à Pékin. Je pense que c'est l'année dernière. Et le musée de Yunjing a fabriqué cet tableau pour vraiment souhaiter le 100 ans du musée de l'Impérial à Pékin. Et ça vient aussi un tableau de Ming dynastie. Pour les poissons, on dit les poissons ici. Déjà, poisson, ça porte de bonheur pour les Chinois. On dit nian nian you yu. Yu, c'est la même prononciation que les restes en chinois. Ça veut dire tous les ans, on a les restes. On a une vie avant d'homme et on a toujours les restes. Et vous pouvez compter, il y a combien de poissons ici? Il en a 9. Et 9, pour les Chinois, c'est les chiffres plus grands. Et dans les anciens temps, il n'y a que l'empereur qui a le droit d'utiliser 9. Donc vous trouvez plein de 9 à Pékin, dans le palais impérial. Et parce qu'on dit, par exemple, les marches, pour l'empereur, c'est 9. Et ici, les poissons, il y a 9. 9, c'est le plus grand. C'est infini. Et lotus, pour les Chinois, ça signifie que la pureté. On dit lotus, c'est une fleur qui est dans l'eau, donc on ne peut pas les toucher. Et il sort de la boue, mais il est magnifique. Il n'est pas sale, donc ça nous représentait la pureté pour une personne. Et donc vous les trouvez souvent en sujet des tableaux pour les Chinois. Donc, ça signifie quelque chose pour nous. Alors, et je vais voir, est-ce que j'ai le temps? Non, je n'ai pas le temps. Il y a une petite histoire
On va continuer. Ici, c'est deux robes. La première robe, ma mian chun, c'est un jupa bano. C'est comme ce que je porte aujourd'hui. Tout à l'heure, on m'a posé la question. Alors, ça, c'est pour la dynastie de Han. Donc, c'est Hanfu. Et pourquoi le panneau, c'est plus facile pour les mouvements. Et ma, c'est cheval en chinois, et mien, c'est visage. Pourquoi ma mien? Parce qu'on trouve le coupe, il est très carré. Et c'est comme le visage de cheval, il est carré. C'est juste pour ça. Et donc ça s'appelle ma mien pour les Chinois. Et donc pour le musée, ils ont fabriqué ça avec une jean pour que les filles, les femmes, pour accéder dans les arts impériales. Là, on a le dragon et on a le phénix aussi. Et l'autre robe qui est venue en France, à Paris, l'année dernière pour leur exposition de patrimoine. Et c'est une pièce qui fait, on dirait, ces couleurs 60 ans diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, l'artiste a fait spécialement pour ces événements-là. Vous voyez les motifs, ça vient aussi d'un tableau ancien. C'est un paysage de Suzhou, je pense. Suzhou, c'est la vie de soir en Chine. Alors, c'est un tableau qui est peint en Qing dynastie, donc vers 1800-1900. Je vous montre le dernier. Vous voyez le vrai robe à côté, ça c'est l'image, et ça c'est la vraie robe qui est fabriquée cette année. Alors ça c'est la robe phoenix, on dirait Bai Chao Feng, 100 oiseaux pour saluer phoenix. Tout à l'heure on a dit que c'est une robe de cérémonie plutôt. Et alors, je ramène. Ils ont passé presque un an pour la création. On m'a demandé souvent combien de temps on peut fabriquer une robe comme ça, avec le 5 cm par jour. Il faut combien de temps? Et on dit qu'on ne peut pas compter le temps comme ça. C'est non seulement le temps de tissage. Vous voyez tout à l'heure, pendant le processus, donc pour la création, déjà, ça commence avec le designer, l'artiste premier, et ensuite les artisans qui fabriquent. Donc pour une robe, on ne peut pas le compter que le temps de tissage. C'est un ensemble. Et donc pour l'ensemble du temps, déjà l'idée jusqu'à la fin, ça les a pris presque un an pour cette robe-là. Et ils ont utilisé 16 couleurs parce que pour comparer dans les traditions, même pour l'empereur, on utilise, je pense, 9 à 13 couleurs. Une fois qu'on change une couleur, on rajoute une couleur, ça veut dire le temps de travail qui rajoute, tout devenait plus complexe et devenait plus compliqué. Et celui-là, il utilise 16 couleurs, donc c'est assez complexe. Et alors, je ramène des kakis ici, juste pas pour manger, c'est pour que vous puissiez voir un motif, on dirait, traditionnel. Vous voyez ici. Alors, ça s'appelle Shi Di Wen. Donc, c'est ce parti-là de kaki, ils nous inspiraient pour faire ce motif qui est comme ça.
Et vous les trouvez dans pas mal d'objets anciens si vous allez au musée. Et donc ça c'est un shi wen. Pourquoi gaki? Gaki shi. En chinois c'est affaires. Et quand on dit shi shi yi, ça veut dire chaque chose comme on souhaite. Et donc il y a beaucoup de mots qui portent honneur. Et là, on utilise ce motif aussi parce que quand on dessinait bien les 4 côtés, il est 4 côtés carrés. Et ça veut dire que chaque orientation est bien et il est stable au milieu. Donc on compte les 4 directions, est, ouest, nord et sud. Donc 四方平安. Donc ça c'est un symbole très important pour les Chinois. Donc ça c'est la forme, on dit extérieure de la robe. Et intérieure de la robe, je vous disais tout à l'heure que c'est 100 oiseaux salués phoenix. Phoenix il est là. Et après, vous verrez, il y a des oiseaux. Et aussi en bas, il y a les oiseaux. Sur la manche aussi, il y a des oiseaux. Et tous les oiseaux, c'est en paire. Et les Chinois adorent être en paire. Et cheng shuang, cheng dui, toujours quand on est en paire, c'est bien, il ne faut pas rester tout seul. Et alors, et cette robe-là, c'est une ancienne, la forme, c'est une ancienne robe qui est conservée dans la famille de Confucius. Et donc il complète plein de choses dans la même robe. Et on dit, quand on dit Bai Niao Chao Feng, 100 oiseaux pour saluer Phoenix. Et donc c'est la fête, et c'est la fête céleste. Et on dit quand c'est la fête, le chiffre 10 apparaît. On a parlé tout à l'heure le chiffre 9 pour l'empereur, hein, mais le chiffre 10, c'est la complicité de tout. Hein. Et on dit Shi Quan, Shi Mei, toutes les choses sont complètes et tous les côtés se retrouvent. Et c'est magnifique, justement. Et ça, c'est mon souhait pour vous qui sont venus aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et quand vous voyez cette robe-là qui est magnifique, voilà, ça me fait penser aux nuages, au ciel. Alors, je termine ma présentation et maintenant on peut avoir peut-être 5 minutes pour les questions ici et après on peut monter en haut. Nous avons préparé des tisanes bien-être et on peut discuter si vous voulez. Voilà. Oui. J'ai 2 questions. J'ai pu voir au début la Joconde. Oui. Elle a été faite en broca. Oui, tout à fait. Oui, je pensais de vous mettre une photo ici, après je n'ai pas eu le temps. La Joconde, vous avez bien vu, c'est à la fin de vidéo, n'est-ce pas? Alors, ça c'était pour le salon à Milan. Donc, pour le musée a fait ces œuvres-là pour vraiment avoir un travail splendide parce qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure, on dit que, ok, toutes les techniques, c'est ancien, on travaille avec les structures anciennes, techniques anciennes, mais aujourd'hui, il y a une partie, on peut le remplacer par la machine. Donc, quelle partie? La partie en haut. Vous voyez, il y a 2 personnes qui travaillent sur la métier à tisser, donc c'est celui de bas, on ne peut pas remplacer. Parce qu'il faut changer de couleur à chaque fois. La machine ne peut pas. Il ne peut pas saisir une fois ce fil-là, l'autre fil, voilà, non, il ne peut pas. Mais en haut, oui. En haut, donc on a changé. Et aussi avec les techniques, on commence à mélanger les couleurs beaucoup plus qu'avant.
avec précision de couleur, la couleur variant aussi, mais aussi on a bien avancé dans la teinture de la soie. Donc ça nous permettait d'avoir d'autres couleurs. Et c'est grâce à ça et grâce à l'ordinateur qui sortir des couleurs précises, on a réussi à reproduire en bocal ces œuvres chefs-d'œuvre. Et voilà, donc ils sont faits. Et si vous voulez, il y a un exemple qui se trouve au musée de Guinée, parce que l'année dernière, le directeur du musée est venu, il a offert au musée Guinée 4 œuvres. Il y a un qui est ça. Si vous voulez voir, demandez au bureau de vous présenter ça. Voilà, donc il est à Paris. Oui, deuxième question. Le métier artistique qui était présent dans le musée, il est nouveau, ancien. Alors, celui qui est encore fonctionné, c'est pas. On a gardé les structures anciennes, mais ce sont des fabrications aujourd'hui, parce que c'est en bois. Et donc, pour le 100 métiers à tisser aujourd'hui, ce sont des machines qu'on utilise tout le temps, parce que ça use aussi. Il y a des pièces qu'il faut changer. Et celui, on est gardé dans le musée, mais le musée de Yunting, quand même, c'est assez spécial parce qu'il travaille. C'est pas comme dans les musées, on ne peut que regarder sous les vitrines, mais là, il faut travailler. Et l'intérêt de présenter, c'est voir les artisans comment travailler. Donc, ce sont des pièces actuelles. Oui, mais ils ont gardé bien toute la forme, ça respectait avant. Ouais. La veste de l'impératrice qu'on a vue au début, elle était couleur verte. Est-ce que ça a une signification, cette couleur? Alors, ça, oui, je pense qu'il y a une signification parce que vous voyez ici, pour l'empereur, l'empereur, c'est lui le seul qui a le droit d'utiliser le jaune impérial. Et après, il y a certaines couleurs qui sont réservées dans la famille royale. Et nous, on ne peut pas les utiliser. Mais ça, heureusement, c'est dans l'ancien temps. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est, chaque couleur, il y a quelque chose, on ne peut pas l'utiliser. Mais déjà, pour fabrication, je pense que c'est très difficile de trouver cette couleur. Dans les matières, on ne peut pas. Et la plupart du temps, comme on voit les gens qui portent, c'est des couleurs, on dirait beige, n'est-ce pas? Et après, la peinture, c'est pas facile de peindre cette couleur. Et après, avec les techniques, aujourd'hui, on a la possibilité, on a plus de possibilités qu'avant. Est-ce que dans les opéras chinois qui évoquent souvent des histoires des dynasties anciennes, on peut porter des coquillages où on les porte? Est-ce que les acteurs les utilisent? À ma connaissance, on utilise rarement, parce que c'est pas la même utilisation. Pour les opéras, ils ont besoin de certains mouvements. Et ça ne les permettait pas de bouger comme il faut. Oui, parce qu'ils ont des gestes traditionnels. Il y a plusieurs couches, on dirait les couches antérieures, après intermédiaires, extérieures et tout ça. Il peut peut-être le fait que extérieur, le parti, mais c'est sous commande. Parce que sinon, actuellement, le musée, il refait, ça c'est une nouveauté de cette année, il refait plutôt, comme je vous ai montré, d'anciennes pièces qui est utilisées pour le musée, pour l'historique, mais pour l'utilisation opéra, non. À ma connaissance, c'est plutôt du mariage, les gens qui passent la commande. Quand même, c'est très très cher. Ouais. Non, je pense pas. Ça doit être très très gros aussi.
Ça va. Oui, parce que ça dépend de la utilité. Le tissu même, c'est vraiment quand le designer, quand il commençait à une idée, il pense l'utilisation finale. Ça peut être très fin, ça peut être très épais. Donc ça dépend de l'utilité. Oui, bien sûr, si vous êtes comparé avec ce qu'on porte tous les jours, c'est plus lourd. Plus lourd. Ouais. Est-ce que la soie est produite dans la même région? C'est plutôt dans la région Suzhou qui est produit la soie. Mais il y a encore d'autres endroits qui sont moins importants dans la production. Oui, le principal c'est à Suzhou. Suzhou, c'est dans la province, donc c'est pas très loin de Nanjing. C'est une ville splendide, si vous avez la chance d'y aller. Alors on dit Shang you Tiantang, Xia you Surang. En haut, il y a le paradis, en bas, il y a Suzhou et Hangzhou. Donc, si vous devrez choisir deux villes, je veux dire traditionnelles, les grandes capitales, aujourd'hui ça ressemble un peu, mais les petites c'est assez grand aussi. Mais Suzhou et Hangzhou, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Suzhou, c'est où il y a le jardin traditionnel chinois, donc vous avez plein de jardins et vous avez le lieu pour visiter les fabrications de soie. Ouais, c'est super. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir combien d'objets vous conservez dans vos collections au musée. Ah, là, je ne peux pas répondre. Oui, je pense qu'on va parler de ça plus techniquement dans l'année prochaine. Ouais, oui. Et je pense qu'ils ont... Oui, c'est que une team qui est conservée. Et après, oui, je ne sais pas. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup. On peut poser la question au musée. Ouais. Le bocal contemporain, est-ce que, par exemple, le jupe, est-ce que des fois la motif, même contemporain, c'est unique? Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser même différentes couleurs de tissu, même sur commande, ou c'est unique, vraiment. Il ne reflète pas le. Je vais répéter, c'est juste. Il répète tout cette motif s'il était commandé. Ah, ce que vous voulez dire, si on passe la commande, est-ce que ça va être une pièce unique ou ça va être reproduit? Oui, et on va garder ça pour la dernière question. Après, on peut monter, on peut continuer parce qu'on devrait libérer la salle pour la prochaine conférence. Alors, celui-là, je pense c'est limité, je ne sais pas, peut-être 200 pièces. Il y a une limite de pièces. Quand ça, c'est fabrication de musée même. Tout à l'heure, quand on a vu les 3 pièces robe royale, c'est 2 pièces, si vous voulez. Une pièce pour celui qui demande. Ça veut dire que si ça n'est pas le royal qui demande, ils vont faire reproduction pour eux, pour qu'ils puissent présenter dans leur musée. Et l'autre, c'est le musée de Yunjing qui présente dans leur musée. Il y a 2 pièces. Et après, pour quelqu'un, par exemple, moi, je m'aurais remarié ma fille, et je voulais commander une robe de mariée, ça c'est unique. Oui, mais ça coûte cher. Oui, mais ça c'est garantir, c'est unique, parce que si on passe la commande, c'est pour vous. Et ça ne va pas être une fabrication pour tout le monde, ça c'est sûr. Oui. Ok. Est-ce que ça coûte cher? C'est des millions? C'est des... Non. C'est accessible aussi. Je vais vous donner une idée pour cette robe-là. Je pense que c'est environ de 2000 €. Ça va? C'est pas cher. Oui, je pense aujourd'hui,
unique d'aujourd'hui, donc on peut réduire le temps de travail et comme c'est pas une pièce unique, donc ça peut être beaucoup plus accessible. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça, les tableaux, on a acheté en Chine, c'est plutôt, on dit, c'est quelque chose qui concerne la famille pour offrir à l'alimentation. C'est un témoin, c'est une pièce de témoignage. Ouais, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ouais. Ok. Alors, merci beaucoup.